Nous allons changer de sujet, hein, et bien dans la vie quotidienne, donc à l'époque gallo-romaine, voilà, c'est ce que va nous exposer François Moser, hein, qui effectivement est dans la région et qui a longtemps travaillé à Brive, donc il pourra faire référence à tout ce qui se situe à Brive. Voilà. Déjà, les Gaulois commerçaient avec Rome et avec la Méditerranée. Vous avez des monnaies de Carthage qui ont été copiées dans le Massif central. Vous voyez, c'est le même cheval, c'est le cheval de Carthage. C'est Carthage qui est là. Vous avez des monnaies romaines. Celle-là, elle vient des environs de Tulle. Et des monnaies gauloises. Il faut savoir d'ailleurs qu'à cette époque, le dessin qu'il y avait sur la monnaie ne faisait que permettre de la reconnaître. Mais ce qui était intéressant, ce n'est pas sa valeur nominale, qui n'existe pas, mais sa valeur pondérale. C'est-à-dire qu'on savait que ces monnaies-là, c'était des monnaies d'argent pur qui pesaient tant, donc on pouvait échanger ça contre un bœuf ou un agneau, je ne sais plus quoi. Voilà. Donc vous voyez que déjà, au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, les Gaulois commerçaient avec le monde méditerranéen. Alors, la Gaule a été conquise par Jules César, comme chacun sait, et très vite, les édiles gaulois se sont pliés à la loi de Rome parce qu'ils voyaient leur intérêt financier. Les artisans gaulois, ils n'avaient qu'une envie, c'est d'exporter leur bronze à Rome, les charcutiers leur jambon, et les agriculteurs leur blé. Donc, Rome s'est introduite sournoisement en cadastrant certaines régions. Alors, il y a certaines régions qui sont particulièrement célèbres, c'est la cadastration coloniale de Nîmes, où on a pris un territoire qui était d'ailleurs plus ou moins marécageux, on l'a asséché, on l'a divisé en carrés de 750 mètres, et on a distribué, ou de 7500 mètres, et on a distribué les carrés à différents propriétaires, différents soldats à la retraite, dont vous avez, vous voyez, vous avez, voilà, là vous avez le nom du personnage à qui est attribuée la parcelle, là le numéro de la parcelle, non c'est là le nom Cassius, vous voyez, ici. Donc vous pouviez avoir, c'était ce cadastre de Nîmes, c'était une grande surface de marbre qui était affichée à l'entrée de Nîmes, et le gars sur la voie Domitia pouvait lire où habitait la personne qu'il devait rencontrer en fonction de ce cadastre. Donc ça, ce sont des cadastres qui ont été écrits et qui correspondent à la réalité. Ici, vous avez une rivière qui passe, donc vous voyez, et puis le Decumanus, c'est-à-dire la voie principale, qui le traverse bien dans le droit. Alors, il y a bien d'autres façons de cadastrer la région. Et ici, je prends un exemple. La carte est due à Michel Labrousse dans les années 80, qui a rétabli sur la carte un itinéraire. Enfin, il l'a réparti sur le lot, parce que c'est une publication sur le lot, mais il y a une chose très importante, qui est une des raisons aussi de la conquête, c'est de pouvoir aller se servir du cuivre de l'État, des deux Bretagnes, pour les ramener au port de Narbonne, Narbo-Marcius. Pour ça, on n'a pas une route, une nationale 20, bien rectiligne, mais on a tout un tas de chemins plus ou moins anastomosés qui sont utilisés, en particulier sur le passage des gués, on utilise l'un ou l'autre en fonction de l'état du gué, de la saison, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est pour ça que cette carte est particulièrement belle, c'est que vous avez des tas de villages qui sont le long de cette route. Et en fait, quand je l'ai parcouru à pied et à vélo, et on s'aperçoit, à peu près tous les 750 mètres, vous avez un chemin qui part sur la droite, vous faites encore 750 mètres, vous en avez un autre qui part à gauche, et au bout de 750 mètres de ces chemins, vous trouvez une implantation qui peut se présenter sous la forme d'une ferme d'aujourd'hui ou de quelques tuiles dans un champ. Vous voyez, donc le paysage est complètement colonisé de façon extrêmement rigoureuse. Et puis vous avez aussi un certain nombre de fontaines que l'on verra tout à l'heure qui sont à peu près tous les
10 fois 750 mètres, donc 7500 mètres, vous avez une fontaine qui est maintenant recolonisée par le Moyen-Âge et postérieurement, mais autour desquels on trouve des tessons romains, donc qui étaient déjà en usage à cette époque-là. Vous voyez donc la campagne romaine, la campagne gallo-romaine, est drôlement structurée dès les premiers siècles de notre ère, avant et surtout après. Il faut noter aussi, oui, j'en reparlerai, je le redirai peut-être, vous notez que les points des villes sont rarement sur l'itinéraire lui-même. Il y a Gignac, là, en fait, il est un peu plus sur la gauche, la Valette, pareil, parce que les agronomes romains préconisent, quand vous construisez, vous installez une propriété agricole, il ne faut jamais la mettre au bord de la route, mais qu'elle ne soit pas visible de la route, mais qu'elle ne soit pas trop loin. Il ne faut pas qu'elle soit visible de la route, parce que vous êtes obligé d'offrir l'hospitalité à celui qui la demande. Et Columelle dit en toutes lettres qu'au bout d'un moment, ça revient cher, donc il ne vaut mieux pas que les gens viennent, donc pour ça on se cache. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit trop loin, parce qu'il faut pouvoir commercer. Quand même, l'essentiel, c'est de se faire des sous. Alors, pour rappeler un petit peu l'organisation de l'Empire romain et de la Gaule en particulier, vous avez la table de Peutinger, qui est une copie d'une carte antique. En fait, ce n'est pas une carte antique, c'est un itinéraire. Vous voyez ça? Ça, c'est la mer Méditerranée. Donc ça ne ressemble pas vraiment, mais je vous ai marqué Cahors, Périgueux, vous voyez, et vous avez ici la distance entre, je ne sais plus où, et Périgueux. Vous avez la distance ici, comme ça vous savez combien de relais il faut que vous empruntiez et combien de temps vous allez mettre à parcourir le terrain, à faire votre voyage. Alors voilà une carte un peu plus qui est en fait la reprise et complétée de la carte de tout à l'heure. Donc excusez-moi, je me suis confus. Il y en avait plusieurs à l'époque. Et alors, j'ai schématisé une voie secondaire qui n'apparaît pas sur la carte de Peutinger, qui est l'axe Bordeaux-Lyon, qui passe par Brive, Tulle et Ussel. Entre autres. Et pour ça, c'est dommage, je n'ai pas le détail que les endroits, les environs, mais à Brive, il y avait un carrefour routier entre cet axe secondaire Bordeaux-Lyon et l'axe nord-sud pour permettre d'exploiter les ressources minières des pays nordiques. Alors, revoilà un petit détail de la carte où vous voyez, alors, ici vous avez une borne milliaire qui se trouve ici, et en fait, on s'est aperçu, enfin certains disent, moi je ne sais pas de jugement, Labrousse, qui était un professeur émérite très pointilleux, disait que c'était une borne milliaire, et d'autres prétendent que c'est du Moyen-Âge et que c'est une borne qui limite la vicomté de Turenne. Bon, vous en faites ce que vous voulez, mais ça ressemble beaucoup à une borne milliaire antique. Alors vous voyez aussi, ah oui, c'est ça qui est intéressant à dire, vous voyez donc cet itinéraire qui passe par Nadaillac, Gignac, et ici se divise et il va passer à Gué, soit ici à Gluges, Coipert, soit à côté de la cave, à Blanzaguet. Et en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des tessons romains de chaque côté, et qu'en fait, un gué, ce n'est pas le lien entre deux points, mais un lien entre trois points. C'est-à-dire qu'ici, il manque, la brousse n'a pas marqué. À Blanzaguet, vous avez des ruines romaines, et vous faites un gué, et vous arrivez à la cave. Et puis, quand vous partez de la cave, vous arrivez à Méraguet, qui est de l'autre côté. Non, quand vous partez de Blanzaguet, vous arrivez à Méraguet, c'est-à-dire vous ne traversez jamais la Dordogne, la rivière, perpendiculairement. Donc il vous faut, quand vous partez d'un endroit, vous descendez la rivière, quand vous partez de l'autre, vous descendez la rivière. C'est pour ça qu'il y a toujours un triangle dans un gué. Vous avez compris? Alors voilà les fontaines dont je vous parlais, qui sont des... Alors la fontaine du Cornouiller, on a retrouvé des dizaines de tessons du 1er et 2e siècle sur la commune de Cusance. Et la fontaine de la Quique, des Maisons Rouges. Les Maisons Rouges, je vous signale aussi,
que c'était des maisons couvertes de tuiles romaines, donc qui étaient rouges par opposition au chaume ou à la lauze, et c'était généralement, elles étaient même peintes en rouge très souvent, c'est généralement des auberges dans l'Antiquité. Voilà, donc, alors ces fontaines, vous voyez qu'en plus ce sont plutôt des fausses voûtes. Ces fontaines sont très anciennes, mais ont été restaurées au cours du temps. Il n'est pas dit que ce soit un gallo-romain qui ait fait les voûtes que vous voyez là. Vous voyez que dans cette forme-là, vous avez 2 petits logis et 2 colonnes. Donc ça fait 3 éléments. Si vous agrandissez, vous étirez, et vous avez ici les 2 petits bâtiments, le grand de derrière, et une colonnade qui se forme. Cette colonnade, ça sert de couloir extérieur, il n'y a pas de couloir intérieur dans les villas romaines, un couloir extérieur pour passer d'une pièce à l'autre. On arrive, alors, on connaît des maisons comme ça, des maisons de maîtres, avec 5 ou 6 ou 8 colonnes, mais on en a, comme la villa de Montmorin dans les Pyrénées, où vous avez 150 colonnes. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir des palais ou des maisons sur la même architecture. Cette architecture est intéressante parce qu'elle rappelle les villas de type romain, de type du Sud, où, normalement, dans une villa romaine, vous avez un patio, un atrium, un péristyle et les pièces qui se débordent autour. Mais dans ces pays-là où il fait chaud, on se protège du soleil, donc on s'enferme. Tandis que chez nous, on a besoin de soleil, donc on déplie la maison pour donner ce type d'architecture. Voilà. Alors, classiquement, on appelle cette partie-là la pars urbana, celle où l'on vit comme à la ville, et ici, la pars rustica, celle où l'on vit comme à la campagne, rustique. Alors, vous avez dans cette propriété agricole, ici, ce que nous venons de voir, la pars urbana, la pars rustica, et puis ici le verger clos de mur pour éviter la maraude. C'est dans le texte. Oui, et alors, cette propriété, vous voyez, elle est, Columel explique, je ne sais pas le texte par cœur, cette Columel explique qu'il faut qu'elle soit partie en plaine, partie en coteau, partie en zone irrigueuse, partie en zone sèche, avec des bois qui servent à la charpente et au chauffage, et aussi à la glandée, à la nourriture du bétail, des cochons, et des moutons, des chèvres, tout ce que vous voulez. Et puis vous avez des champs cultivés, le verger, et là il y a quelque chose de très important. Cette chose très importante, c'est un réservoir. Bon, Columel, il parle de son pays, de l'Italie, mais chez nous, on voit aussi très souvent cette petite retenue d'eau qui sert à l'irrigation et qui sert à l'élevage du poisson, parce que les gallo-romains sont très friands de poisson. Et vous en avez un deuxième ici, ou qui peut être à côté, qui permet, et vous avez des recettes pour la faire, d'entretenir de l'eau de mer, donc des poissons de mer, des huîtres, etc., dont les riches propriétaires sont friands. Vous voyez l'organisation un petit peu. Et alors il y a une autre chose importante dont on ne parle pas assez, c'est ici, Palladius, du IVe siècle, dit que la plus grande richesse d'une ferme, c'est une saucée, un endroit planté de saules. Pourquoi? Parce que les saules, ça sert à faire des paniers, ça sert à lier les gerbes de blé, ça sert à lier les vignes. Donc vous voyez, il est indispensable d'avoir des saules chez soi. Donc la saucée, ici, dans une zone irriguée, vous avez sur les hauteurs le blé, la forêt dans les pentes, ici des prairies humides, et tout ça, ce sont des champs cultivés. Évidemment, vous savez ça à plusieurs échelles. Une cartographie des foires romaines sur le bassin de Brive qui vous intéresse, de Brive. J'ai lu la carte archéologique de la Gaule romaine de Guillins, qui est parue dans les années 78-80.